ce contrat social naît, enfin, disons, commence et naît, on peut dire, d'un paradoxe. La société n'est pas naturelle, c'est le premier point du paradoxe, si vous voulez, et pourtant elle est inévitable. Autrement dit, l'homme ne devrait pas par nature être sociable, vivre en société, et pourtant de fait, l'homme doit vivre en société. Vous voyez, c'est ça le paradoxe. Ça n'est pas normal que l'homme vive en société parce que ça n'est pas dans sa nature. Et pourtant, de fait, c'est quand même normal quelque part, d'une certaine façon, dans les faits au moins, que l'homme vive en société. Vous voyez, c'est ça, le paradoxe à l'origine de tout le contrat social. C'est la première citation que je vous donne, c'est le début même du contrat social. L'homme est né libre, donc ça c'est ce qui est naturel à l'homme, et partout il est dans les fers, c'est-à-dire partout il est quelque part esclave. Un tel se croit le maître des autres, qui finalement ne laisse pas d'être plus esclave qu'eux. Certains, n'est-ce pas, se croient les maîtres, et pourtant, quelque part, ils sont esclaves. Esclave d'un autre maître. Comment ce changement s'est-il fait? Je l'ignore. Qu'est-ce qui peut le rendre légitime? Je crois pouvoir résoudre cette question. Pourquoi l'homme vit en société? Et qu'est-ce qui doit définir la vie de l'homme dans la société? C'est ça la question à laquelle va répondre Rousseau. Si je ne considérais que la force et l'effet qui en dérivent, je dirais: tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Sitôt qu'il peut secouer le joug et qu'il le secoue, il fait encore mieux. Car, recouvrant sa liberté, par le même droit qui la lui a ravie, ou il est fondé à la reprendre, ou ne l'était point à la lui ôter. Mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. Cependant, ce droit ne vient point de la nature, il est donc fondé sur des conventions. Il s'agit de savoir quelles sont ces conventions. Avant d'en venir là, je dois établir ce que je viens d'avancer. Autrement dit, voyez, quand l'homme est obligé d'obéir, c'est ce qu'il dit au début, tant qu'un peuple est contraint d'obéir et qu'il obéit, il fait bien. Quand il est obligé d'obéir, l'homme n'est pas dans une bonne condition. Pourquoi? Et c'est là qu'on y revient. Parce qu'à ce moment-là, il a perdu sa liberté. Le droit le plus précieux de l'homme, c'est la liberté. La première phrase, c'est « l'homme est né libre ». Et gardez bien, voyez, en fond de toute réflexion sur ce contrat social, l'homme est né libre. C'est-à-dire que, naturellement, ce qui le définit, c'est sa liberté. Il doit rester libre quoi qu'il arrive. Il doit conserver sa liberté. À partir du moment où il vit en société et qu'il perd sa liberté, l'homme n'est plus dans un état normal. Et donc, s'il secoue le joug, vous voyez comme il le dit, il fait mieux, car il retrouve sa liberté. Mais il y a un ordre social, et c'est là, cette phrase, elle est un peu mystérieuse, parce qu'il l'annonce comme cela, et on ne sait pas d'où elle sort, mais l'ordre social est un droit sacré qui sert de base à tous les autres. En fait, il est en train de dire, il existe un ordre social dans lequel l'homme va conserver sa liberté. Quel est-il? Comment s'est-il fait? De quoi s'agit-il? C'est ce dont il va discuter dans le contrat social. Donc finalement, pour Rousseau, la seule société qui convient à la nature de l'homme, c'est celle qui va respecter sa liberté et la lui conserver. C'est celle dans laquelle, c'est la société, oui, dans laquelle l'homme pourra rentrer, n'est-ce pas? La société à laquelle l'homme pourra faire partie, sans aliéner sa liberté. Donc la gageure, si vous voulez, de Rousseau ici, c'est de considérer comment l'homme peut être social, c'est-à-dire se soumettre, et en même temps rester libre. Autrement dit, quelque part, ne pas se soumettre. Vous voyez, c'est ça, cette contradiction que veut résoudre
le contrat social. Comment l'homme peut-il se soumettre, pour dire ça simplement, et rester libre? Alors, en un mot, le libéralisme, c'est la doctrine qui pose l'individu et sa supposée liberté naturelle comme les seules instances normatives de la vie en société, ce qui revient à dire qu'il fait de l'individu la seule et unique source des valeurs et des finalités qu'il se choisit. Cela signifie que l'idéologie libérale doit être immédiatement reconduite à cette autre idée fondatrice qui est l'individualisme, c'est-à-dire la philosophie qui considère l'individu comme la seule réalité et le prend comme principe de toute évaluation. C'est ce qu'on appelle en épistémologie l'individualisme méthodologique. Cette insistance sur l'individu, elle est tout à la fois descriptive et normative, c'est-à-dire que les libéraux considèrent que l'individu, c'est ce qui passe avant la société, en importance, mais c'est également cette famille de pensée qui prétend que l'individu a précédé, historiquement ou préhistoriquement, la collectivité. L'idée fondamentale, c'est que l'individu existe avant la société et qu'il tire de cette antécédence le primat que l'on doit lui reconnaître. Alors évidemment, très vite, l'objection a été faite aux libéraux de dire « mais la société, ça existe quand même, donc comment est-ce qu'on est passé de l'individu à la société ?» Et c'est à cette question que répondent les différentes théories de ce qu'on appelle le contrat social, qui est une sorte de fable mythologique dans laquelle on imagine que dans des temps très lointains, des individus isolés les uns les autres, et dont on peut supposer que vivant séparés, ils n'avaient même pas de langage commun, ont miraculeusement décidé d'entrer en société, de créer une société. Ce qui est intéressant, c'est l'explication qui est donnée de cela. Pour les libéraux, pourquoi est-ce que l'individu, qui vivait heureux, on ne sait pas trop comment, dans un isolement comparable à celui de Robinson Crusoe avant l'arrivée, bien sûr, de Vendredi, pourquoi est-ce qu'ils ont voulu rentrer en société? Eh bien, la réponse libérale, c'est que l'individu a créé la société parce qu'il y a trouvé une façon de satisfaire son intérêt. Cet intérêt varie selon les écoles. Selon Hobbes, c'est que la société offrait une sécurité contre la guerre de tous contre tous, qui était le propre de l'état de nature, ou bien que cet intérêt était de garantir la propriété, si on suit la théorie de John Locke. Mais dans les deux cas, c'est bien l'intérêt qui est le moteur fondamental de l'apparition des sociétés. Et c'est par là que le libéralisme dévoile son essence profonde. La grande erreur, c'est de croire que le libéralisme, c'est d'abord une économie ou d'abord une politique. En réalité, le libéralisme est d'abord une anthropologie, c'est-à-dire une manière de penser l'homme et de le définir. Et la façon dont le libéralisme définit l'homme, c'est comme un être égoïste, fondamentalement intéressé, et qu'en toutes circonstances va poursuivre son meilleur intérêt matériel le plus souvent, et surtout, détail essentiel, qui est moralement fondé à le faire. À partir de là, on rentre évidemment dans ce qu'on appelle, de façon un peu abstraite, l'axiomatique de l'intérêt, c'est-à-dire que la vie sociale n'est plus à faire que de décisions individuelles et de choix intéressés. Il est capital pour les libéraux que l'homme soit posé avant et indépendamment de la société, car la théorie libérale du droit en tire directement ses prémices, en quelque sorte.
Vous savez que les libéraux adhèrent à ce qu'on appelle le droit naturel moderne, tout à fait différent et même parfaitement opposé à ce qu'était le droit naturel des anciens. Dans l'Antiquité, le droit était extérieur aux individus, c'est-à-dire qu'il se définissait comme l'équité qui s'établissait dans une relation, équité que constatait ou que s'efforçait d'imposer le juge en disant le droit, d'où le terme de juridiction. Pour les libéraux, le droit n'est absolument pas cela. Le droit, ce sont des attributs que les individus tirent de leur nature même. Ils ont des droits comme ils ont des bras, des oreilles ou des jambes. Ils ont des droits en tant qu'ils sont des êtres humains. Et l'on comprend du même coup pourquoi les libéraux dissocient toujours les devoirs et les droits. Il y a toujours un argument de bon sens qui consiste à dire oui, mais enfin, si on a des droits, on a aussi avoir des devoirs. Oui, mais pour les libéraux, les devoirs, on ne les a qu'après. Car on peut avoir des devoirs par définition par rapport à un autrui. Dans l'état de nature, où l'individu est seul, il n'y a pas d'autrui. Donc il n'y a pas de devoir. Il ne peut pas encore y en avoir. En revanche, il y a des droits. Donc, vous avez là un élément très important qui vous montre comment se relient le politique et le droit à l'intérieur de l'idéologie libérale, et à quel point l'anthropologie du libéralisme est une anthropologie économique, avant même d'être une économie. Elle est économique parce qu'elle prête à l'individu comme comportement normal le comportement du marchand qui recherche son intérêt. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les choses s'enchaînent. On comprend très bien pourquoi le libéralisme essaye de soumettre le politique à l'économique. Le politique étant perçu comme la sphère de la contrainte, et l'économique, au contraire, comme la sphère privative de la liberté. On voit très bien le renversement éthique, moral, que cette théorie suppose. Car s'il y a une chose que la plupart des religions et des philosophies antécédentes dont elles étaient convenues, c'était que rechercher toujours son meilleur intérêt n'est pas moralement justifiable en bien des occasions, qu'il vaut mieux rechercher autre chose. Mais là, cet élément de la recherche de l'intérêt qui rejoint tout à fait ce que disait Charles à propos de l'élément pulsionnel du capitalisme. Car la pulsion infantile, le comportement compulsif qualifie à la fois la psychologie de l'individu, celui qui veut toujours plus, mais également le système capitaliste, dont le régime, dont le slogan, je dirais, est précisément toujours plus. Cette tendance à l'illimitation, toujours plus de marché, toujours plus de profit, toujours plus de valeur marchande, toujours plus de valeur d'échange au détriment de la valeur d'usage, etc. Toutes ces choses que Marx avait d'ailleurs parfaitement décrites, hein, lorsqu'il évoque ce que, après lui, Georg Lukács appellera la réification des rapports sociaux, c'est-à-dire la transformation progressive des rapports humains en rapport aux choses, qui finit que par aboutir à ce que les hommes eux-mêmes deviennent des choses et se considèrent comme des choses. Toutes ces choses-là sont intrinsèquement liées. Je parlais à l'instant de révolution morale, et en effet, c'en est une, car ce que nous disent au fond les libéraux lorsqu'ils développent cette image anthropologique de l'homme, c'est que ce que l'on tenait autrefois pour des défauts, il faut désormais les considérer comme des qualités. Et c'est ce que, au XVIIIe siècle, Bernard de Mondeville, dans sa célèbre Fable des abeilles, développe avec l'idée de vice privé et vertu publique, c'est en adoptant des comportements individuels égoïstes, eh bien, que nous profiterons à l'ensemble de la société. C'est une idée qu'on retrouve également chez Adam Smith, dans un passage fameux où il dit qu'en cherchant à réaliser le maximum de bénéfices, l'homme contribue au bonheur de tous, idée également
que Popper, le fameux Popper dont parlait David tout à l'heure, exalte dans la même perspective d'ailleurs que Hayek. Donc cette interdépendance va se retrouver à la fois dans le libéralisme économique et dans le libéralisme culturel. Dans les deux cas, sous couvert de ce que les uns appellent l'intérêt, sous couvert de ce que les autres préfèrent appeler principe de plaisir, de jouissance. Rappelez-vous ce slogan de mai 68, il faut jouir sans entrave. C'était dans mai 68, c'était des gauchistes qui l'écrivaient. Est-ce qu'il y a slogan plus libéral que jouissons sans entrave, ou bien il est interdit d'interdire, ou sous les pavés la plage? On l'a d'ailleurs eu, d'ailleurs ils l'ont fait, maintenant on n'a pas les plages. Donc vous voyez très bien comment les choses se sont combinées. Et dans les deux cas, le point commun, c'est le refus de ce que l'Antiquité exaltait sous le terme de mesure. Pour les Grecs anciens, le contraire de la mesure, c'était la démesure, l'hybris. Avec le libéralisme, c'est tout l'inverse, c'est la démesure qui devient la règle. Les marchés doivent toujours s'étendre, les calculs doivent toujours se multiplier. Cette loi du calcul que dénonce très justement Régis Debray dans son tout dernier livre, cette idée que les valeurs d'efficience, d'efficacité, de rentabilité, de profitabilité, de calculabilité sont au fond les seules valeurs dites de l'intérêt, que les valeurs marchandes doivent faire disparaître toutes les autres valeurs. C'est cette hybris qui amène à rejeter la limite et par conséquent la frontière. Car la frontière, qui, il faut le rappeler, n'est pas un mur, mais une porte qui s'ouvre et qui se ferme, la frontière fait partie des limites. Et lorsque l'on prône la libre circulation des hommes, des marchandises, des biens et des services, là aussi, on veut supprimer les frontières, donc les limites, donc la mesure, donc ce qui permet de réguler, en sorte que ce vaste mouvement d'illimitation qui est propre au capitalisme, eh bien, rejoint tout naturellement l'appel au mélangisme généralisé, à l'indifférenciation, en sorte que toutes ces pulsions, finalement, se ramènent à une pulsion de mort. Car c'est bien une pulsion de mort que de vouloir supprimer tout ce qui différencie, tout ce qui personnalise, tout ce qui permet aux gens d'être dotés d'une pensée critique, de ne pas être intégralement manipulable grâce à la fabrique de crétins ou à l'enseignement de l'ignorance dont parlait Michel. Ce refus de frontières, on le trouve là aussi chez Adam Smith dans un passage très célèbre et que je ne résiste pas au plaisir de citer, puisque c'est le principe même du libre-échangisme. Un marchand, écrit Adam Smith, n'est nécessairement citoyen d'aucun pays en particulier. Il lui est en grande partie indifférent en quel lieu il tienne son commerce, et il ne faut que le plus léger dégoût pour qu'il se décide à emporter son capital d'un pays dans un autre, et avec lui toute l'industrie que ce capital mettait en activité. Laisser faire, laisser passer, cela veut dire que le marchand n'a finalement pas d'autre patrie que celle où il augmente le plus son intérêt et fait son plus grand profit. Voilà quelques réflexions éparses, bien sûr. On pourrait aborder le sujet sous bien d'autres angles, mais on ne va pas se lancer dans un cours de philosophie. L'idée à retenir, je crois, c'est la grande unité du libéralisme qui prend des formes tout à fait différentes, qui peuvent paraître parfois s'opposer, mais qui fondamentalement trouvent dans une anthropologie spécifique un moteur pulsionnel, désirant, intéressé, qui est toujours le même. Et je crois que cette idée de l'unité profonde du libéralisme, développée par Michel et par d'autres d'ailleurs, aujourd'hui, elle fait des progrès. Et elle fait des progrès à travers une sorte de grand bouleversement d'idées que
que beaucoup constatent, mais qu'ils interprètent à tort. Ils l'interprètent à tort lorsqu'ils parlent de droitisation de l'opinion. Car quand on dit droitisation, on peut encore dire on profite quelle droite? La droite, jusqu'à présent, majoritairement, quand ce n'a pas été l'extrême droite raciste détestable, ça a été la droite libérale, orléaniste, bourgeoise. Ce n'est pas du tout elle qui profite. On voit au contraire la critique sociale changer de lieu. On voit au contraire la pensée critique se nouer, s'exprimer dans des endroits inattendus. Ce qui fait que s'il y a bel et bien aujourd'hui un grand renouvellement d'idées, et nous en parlerons dans le prochain numéro de la revue Éléments, qui consacrera à ce sujet tout un dossier, ce n'est pas forcément dans la direction que l'on croit. Le fait que nos deux amis soient passés par l'école du trotskisme, qui n'est d'ailleurs pas une mauvaise école, à condition d'en sortir, comme de bien d'autres, et lui aussi, je crois, révélateur. Les révélateurs de clivages transversaux qui s'annoncent. La grande erreur étant de croire que les vieux clivages sont encore opérationnels pour analyser le monde actuel et celui qui vient. Pour le dire avec une formule, en un mot, le clivage aujourd'hui le plus opérant, ce n'est plus le clivage gauche-droite qui n'ouvre plus, qui est une clé interprétative qui n'ouvre plus aucune porte. Le vrai clivage opérant aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus qu'un. C'est le clivage qui oppose le peuple aux élites mondialisées. Et c'est dans cette perspective-là que nous nous citons. Je vous remercie.